Paola Codazzi. André Gide et la Grande Guerre, l'émergence d'un esprit européen. Histoire des idées et critique littéraire numéro 513, Dreux, 2021. Lu et enregistré par Charlotte Simonin. Introduction. Sans résolution ni défi, son âme entière glissait outre, et l'événement ne parvenait à le saisir, non plus que Jason à captiver Protée. À en croire si le grain ne meurt, 1924, Gide n'a jamais éprouvé d'intérêt pour l'histoire, avec et sans majuscule. Il y a là comme une pente de son caractère une disposition intime et en même temps un choix esthétique assumé. Si l'on s'étonne que ma mère ne me dirigeât point, de préférence, ou également du moins, vers des livres d'histoire, je répondrai que rien ne décourageait plus mon esprit. C'est une infirmité sur laquelle il faudra tout à l'heure que je m'explique. Avec quelle reconnaissance je lus, au sortir de ma rhétorique, les pages où Schopenhauer tente d'établir le départ entre l'esprit de l'historien et celui du poète. Et voilà donc pourquoi je n'entends rien à l'histoire. Le parti pris en faveur de la poésie n'exprime pas, à proprement parler, une prédilection pour un genre, mais est le signe de l'influence de Mallarmé. En vers, en prose, qu'importe, écrit-il dans les toutes premières pages de son journal. Ses échanges avec Pierre Louis ou avec Paul Valéry reflètent les aspirations d'une génération entière, frémissante à l'idée de pouvoir se consacrer au culte des muses. Soucieux de percer le voile des apparences pour atteindre les vérités essentielles, au moment de ses débuts littéraires, rien ne l'attire vers le réel. Du moins c'est ce qu'affirme le Gide des années 1920. Je n'écrivais et ne souhaitais rien écrire que d'intime, et ne rêvais que quintessence. Qu'il s'agisse d'une inaptitude naturelle ou d'une question d'art, ou des deux, il faut souligner que Gide s'est régulièrement exprimé sur son rapport à l'histoire. D'un siècle à l'autre, il oscille entre l'indifférence et la distance, entre le dédain et la stupeur. Alors qu'à l'époque des cahiers d'André Walter, 1891, les événements sont pour lui, pour citer encore ses mémoires, d'un pertinent dérangeur, plus de 40 ans plus tard il l'intéresse, mais comme le ferait un spectacle. Mais que dire donc de ses propos sur les faiblesses de la France, de son anticolonialisme, de son étonnante perspicacité en ce qui concerne les limites du communisme? Force est de reconnaître que l'anti-historicité de l'esprit gidien est toute relative. Largement construite a posteriori, elle est plus prétendue que réelle. L'écrivain est loin de vivre, comme le fait Tityre, dans une tour entourée de marais. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un l'accuse de le faire, il proteste, se défend. Cette réputation de mandarin insoucieux des autres ne lui convient pas, bien qu'il ait, le premier, contribué à l'établir. On touche ici à un aspect essentiel de la personnalité de Gide, ondoyant et divers, comme on a pu le dire. Si, d'une part, il met sa vie au service de son œuvre, dans l'effort constant de se construire une image de lui-même, de l'autre, il fait de l'écriture un lieu d'expérimentation où, au fil du temps, il prend plusieurs formes, comme Protée. « Je sens 1000 possibles en moi », note-t-il dans son journal, mais je ne puis me résigner à n'en vouloir être qu'un seul. La critique a très tôt relevé le défi de démêler cette trame d'aspiration, souvent contradictoire, tissée par l'auteur, au moins depuis l'ouvrage fondateur de Jean Delay. Gide joue avec son identité, assumant à chaque fois, en fonction du contexte, une posture différente. Échappant au risque de voir son image se figer pour toujours, il procède par retouches qu'il faut imaginer comme autant de strates qui se superposent. Se placer sous le signe de la continuité, avec un regard porté à la cohérence des pratiques et des discours, est la seule manière de demeurer le plus fidèle possible à cette figure en devenir qu'est Gide. C'est cette voie que nous avons suivie pour comprendre le rapport de l'écrivain à l'histoire
cadre à l'intérieur duquel s'insère le présent travail. Entre primauté esthétique et exigence éthique. Il est courant de considérer 1925 comme une année charnière, susceptible de diviser le journal en deux. Les faux-monnayeurs achevés, une partie de sa bibliothèque vendue, Gide embarque à Bordeaux en compagnie de Marc Allégret pour un périple à travers les territoires de l'Afrique équatoriale française. Dès son arrivée, la colonisation lui révèle son envers détestable, l'asservissement des populations indigènes, la violence, un esclavage qui n'ose pas dire son nom. Ces lignes attestent de l'éveil à de nouvelles questions du voyageur et de l'urgence de témoigner. Désormais, une immense plainte m'habite. Je sais des choses dont je ne puis pas prendre mon parti. J'étais tranquille. À présent je sais, je dois parler. La parution de Voyage au Congo et Retour du Tchad marque l'entrée de l'écrivain dans l'arène publique. Parallèlement à cette évolution, on peut considérer la création, pour la NRF, à partir de novembre 1926, d'une rubrique consacrée aux faits divers, rubrique conçue pour forcer à réfléchir, pour remettre en cause toute certitude trop nettement affirmée. À cette époque, il ne s'agit pas encore, à proprement parler, de politique. Cependant, dans La trahison des clercs, de Julien Binda, paru en 1927, Gide figure déjà parmi ceux qui ont cédé à son emprise. Au cours des années, le choix de s'inscrire dans la société, dans l'histoire, devient de plus en plus assumé. Ces pages du journal, dont il entreprend la publication dans la NRF à partir de 1932, en sont la preuve. Il ne s'agit plus seulement de se battre au nom de la justice, mais de défendre un credo idéologique en montant. J'aimerais vivre assez pour voir le plan de la Russie réussir. Je voudrais crier très haut ma sympathie pour la Russie. S'il fallait ma vie pour assurer le succès de l'URSS, je la donnerais aussitôt. De la tribune à l'action publique, il déploie toute son énergie. En mars 1933, il préside une manifestation organisée par l'Association des écrivains et des artistes révolutionnaires, AEAR. Par ailleurs, il se rend à Berlin avec Malraux pour réclamer la libération de Georgi Dimitrov et de ses compagnons. Gide s'engage, mais n'abdique en rien sa liberté d'expression. On croit qu'on prend parti. C'est le parti qui vous prend, affirme-t-il à l'époque où la gauche intellectuelle essaie de l'enrôler. Si ces déclarations ne tardent pas à faire de lui un proche du PCF, il se présente toujours comme un inapte à la politique, en refusant toute forme d'embrigadement. Son combat contre le capitalisme et tout ce qui se tapit à son ombre est mené au nom de l'homme dont il faut obtenir le meilleur. Ce meilleur est bien sûr la littérature et plus généralement la culture, de plus en plus menacée par la montée des fascismes. Modulée de différentes manières, cette question traverse toute la période de sa sympathie pour le communisme, car si Gide pense son engagement en humaniste, il le fait aussi et surtout en tant qu'écrivain. Vous me demandez comment, dans mon esprit, j'accorde Montaigne et Lénine, s'interroge-t-il dans son journal. À quoi il répond? Il ne s'agit point de les marier, l'un succède à l'autre. Sa production littéraire au cours des années 30 semble pourtant contredire cette volonté de séparation. Après Perséphone, 1934, où l'héroïne descend de son propre gré aux enfers, par pitié et solidarité avec le peuple qui y habite, il se lance dans Les Nouvelles Nourritures, 1935, avant d'aborder le projet d'un grand roman féministe. Par son contenu nettement politique, le drame, Robert ou l'intérêt général, est un cas unique dans une période relativement aride du point de vue de la création. Cette œuvre s'avère précieuse en raison de ses limites mêmes pour comprendre les difficultés de l'auteur à se situer sur le terrain de l'écriture engagée. Malgré les réserves exprimées par ses proches, dans l'espoir d'une représentation,
Gide s'obstine dans la réécriture pendant plusieurs années, même après la conclusion de son compagnonnage communiste, sanctionné par la publication de Retour de l'URSS 1936 et de Retouche à mon retour de l'URSS 1937. C'est justement au moment où Gide reprend en main sa pièce pour en modifier l'essentiel que prend fin l'ouvrage de Daniel Moutot. L'année 1939 marque pour le critique la conclusion de son engagement. Dans un essai plus récent, Jocelyne Van Teuil se propose d'élargir cette perspective à travers une étude des années de la Seconde Guerre mondiale. Elle nous montre un Gide fortement inscrit dans l'histoire, à rebours de la caractérisation qu'il donne de lui-même et qu'on a trop facilement acceptée. Après avoir ostensiblement mis en avant sa personne, il choisit le retrait, qui n'est pourtant pas synonyme de repli. Évitant la presse et la radio, il retrouve l'intimité de son cabinet d'écriture, il devient moins visible, moins accessible. À 70 ans, il n'occupe plus le devant de la scène. Il est néanmoins encore considéré comme un guide moral et intellectuel, et pour cette raison, se voit sollicité de toutes parts. Bien qu'assombri par la mort de sa femme, au moment où la France plonge dans l'horreur, il continue de défendre la vérité et la justice, en aidant les uns et les autres. Rappelons également que les années noires sont marquées par une rupture importante, celle que Gide consomme avec la revue qu'il a fondée. Suite à la publication de Chroniques privées de l'an 1940 par Jacques Chardonne, il prie Drieux-La Rochelle de supprimer son nom de la page de couverture de la NRF. Il agit sur moi, ce livre, par réaction, affirme-t-il dans son journal où il fait preuve de lucidité et d'intelligence. De cette période date la décision de donner au Figaro une série de critiques, intitulée Interviews imaginaires, qui, sous couvert de parler de questions de langue, se fait porteuse d'un discours politique bien précis. Résister. À l'intérieur de textes qui se veulent d'abord et avant tout littéraires, Gide parvient à glisser un message de courage et d'insoumission. Nous souscrivons ici au point de vue exprimé par Peter Schneider, qui a mis en valeur le caractère subversif que Gide attribue depuis toujours à la critique littéraire. Les interviews imaginaires, rédigées et publiées en temps de guerre, renouent avec les billets à Angèle, parus dans les années 1920, et plus loin, avec la chronique générale, qui par sa forme, très libre, et son ton, souvent drôle, succède aux lettres à Angèle, 1898-1899. Comme à la fin du siècle précédent avec son Littérature et morale, 1896, et un peu plus tard avec ses Prétextes, 1903, et Nouveaux prétextes, 1911, Gide trouve une voie pour se mêler à l'histoire en marche, affirmant son indépendance de jugement. Malgré ses réticences, sa discrétion, il lui importe de s'exprimer sur le cours des choses, de s'opposer à ce qu'il considère faux, pour ensuite suggérer ses convictions et ses idées. La critique apparaît donc comme une forme de résistance bien avant que le terme ne se précise. Souvenons-nous de ses prises de position contre les dérives hermétiques du symbolisme, contre une littérature qui sent furieusement le factice et le renfermé. En équilibre entre le respect de la tradition et le rejet de la sclérose, il prône l'ouverture et esquisse les prémices d'un renouveau artistique et culturel. L'esprit de dialogue qui caractérise l'écriture critique, et même l'écriture de Gide tout court, trouve un prolongement naturel dans la correspondance, qui se fait le réceptacle de confidences, de nouvelles découvertes, de réflexions sur l'actualité. C'est justement par une lettre à Eugène Rouard que Gide proclame son opposition à Barrès, dont il est en train de lire Les Déracinés. Il s'agit, comme on le sait, d'un épisode fondateur, presque concomitant au célèbre J'accuse de Zola. Là encore, la correspondance est un espace de débat et de confrontation. Elle procède au rythme de l'angoisse perçue par l'écrivain, qui intensifie les échanges avec Rouard même, avec Valéry et avec son beau-frère Marcel Drouin. Citons également le nom de Léon Blum,
qui achève de le convaincre de signer la pétition en faveur de Zola. En cette année 1898, le nom de Gide apparaît dans 3 journaux différents. Dans l'Aurore, presque en tête de liste, dans l'Ermitage, auquel il donne un article sur les déracinés, où il exprime polémiquement son opinion, la très dreyfusarde Revue Blanche accueille en revanche son Philoctète, qui voit le protagoniste délaissé sur une île déserte, tel Dreyfus. Les paradoxes du positionnement de Gide dans le champ littéraire et politique de l'époque ont été mis en lumière, entre autres, par Éric Marty, qui a également étudié comment cette œuvre se fait le reflet de questions idéologiques diverses et pourtant indissociables. L'affaire Dreyfus et la querelle avec Barrès concourent à bâtir l'intrigue qui représente pour l'écrivain l'occasion d'affirmer son non-conformisme, tant d'un point de vue esthétique, comme artiste, que moral, comme homosexuel. Entreprise d'abord solitairement et presque égoïstement, cette défense de l'individu, l'irréductible, le gêneur, le nombre premier, devient progressivement une mission de vie, culminant avec la publication, en 1924, de Corydon. Sans prétendre à l'exhaustivité, ce bref aperçu nous ramène au point de départ. Gide apparaît déchiré par une double imposition qu'il ressent comme contradictoire. Celle d'un retrait du monde, garant de l'universalité de l'œuvre d'art, et celle d'une participation à l'action et au débat de son temps. Sans aucun doute, sa présence à l'histoire est problématique, ambiguë, les aveux d'incompétence se mêlant à l'intérêt. Fondée sur le refus de tout esprit de système, elle est surtout constante et assurée, ce qui n'empêche pas d'identifier dans ce parcours de vie et d'écriture s'étendant sur 2 siècles un moment fort. Notre réflexion se développera autour de l'hypothèse suivante. Le mode de relation de Gide aux événements, à savoir sa manière de vivre et de comprendre le monde et ses sursauts, se modifie et s'approfondit avec la Grande Guerre. La Grande Guerre comme tournant. Cette guerre n'est pas pareille à une autre guerre, note Gide quelques mois après la mobilisation. La portée d'un tel constat peut sembler à première vue très générale, puisque, d'une certaine manière, il ne fait que décrire l'ampleur d'un événement qui marque, dans la conscience collective, la fin d'une époque. La Grande Guerre fait table rase de toutes les connaissances passées, en privant ceux qui la vivent, de près ou de loin, des cadres préexistants. Plus rien n'était reconnaissable hormis les nuages, affirme Walter Benjamin, s'imaginant marcher parmi les décombres. Qu'il est question d'une catastrophe qui touche aux fondements spirituels et culturels de la civilisation, cela trouve écho dans l'idée de déclin de l'Occident. Spengler, 1918. Et, un peu plus tard, dans le concept de malaise dans la culture. Freud, 1930. S'il ne fait pas de doute que la Grande Guerre représente un moment de dramatique discontinuité, elle présente un intérêt particulier dans le fait qu'elle opère, à l'intérieur même d'une existence, celle de Gide, une modification essentielle, bien qu'inégalement perçue. Tout en étant parfaitement daté, le propos exprimé par l'écrivain nous semble profondément authentique, ce qui trouve d'ailleurs confirmation dans le travail de Franck L'Estringant. Découpant la vie de l'auteur en 2 volumes, le biographe considère la Grande Guerre comme point médian d'un destin et d'une carrière. Il s'agit d'un choix à contre-courant d'autres ouvrages du même genre, et plus généralement, d'une critique qui a donné peu de relief aux années 14-18. Du moins lorsqu'on se place du côté de l'histoire, car 2 dates marquent cette période, et elles sont en décalage avec les événements. 1916, l'inquiétude religieuse. 1918, la rupture avec Madeleine, le drame conjugal suivant de 10 jours seulement l'armistice. Retenons également la fin de la symphonie pastorale et le début des cahiers de la petite dame, qui figurent au programme d'un colloque consacré à l'importance de cette année dans l'itinéraire de Gide. Aucune mention, en revanche, de la fin du conflit. Plus récemment, bien que l'occasion du centenaire ait contribué à donner une certaine actualité au sujet,
C'est le cas de l'ouvrage de Jean-Pierre Prévost. La tendance est restée la même. On considère que l'auteur, loin des combats, n'en a pas subi les contraintes, matérielles et psychologiques, demeurant en somme toute insensible, indifférent même, au massacre. Le problème réside dans l'approche adoptée que nous nous proposons de revoir et de corriger. Il n'importe pas de juger l'écrivain, partant à la recherche des indices de sa souffrance, mais de le comprendre, ce qui est sans doute plus difficile. Gide emprunte des chemins différents, voire différés par rapport à ses contemporains. Même s'il n'en a pas l'âge, il faut le considérer comme un membre de la grande génération décrite par Henri Godard. L'expérience du premier conflit mondial entraîne un changement dans son regard, dans sa sensibilité à l'histoire, dont il est possible d'observer les traces tant au niveau de la pensée que de l'œuvre. Plus qu'une césure ou une ligne de fait, pour citer Franck Lestringant, ces années représentent le franchissement d'un cap dans la relation qu'il entretient à son époque. La Grande Guerre le propulse vers un autre temps, marqué autant par la question sociale et l'engagement à gauche que par l'investissement en faveur de la réconciliation. L'intérêt d'étudier la période du conflit, trou noir sur lequel s'ouvre le XXe siècle, apparaît pleinement si l'on prend en compte qu'elle contribue également à jeter une nouvelle lumière sur l'entre-deux-guerres, que l'historien Michel Vinocq qualifie justement d'année gide. L'effondrement de l'univers paisible de la Belle Époque, rendu manifeste par l'horreur et l'hécatombe, sollicite l'émergence d'un sentiment, d'une émotion, puis d'un projet jusqu'alors passé inaperçu, celui de l'Europe. Le temps des idéologies n'est pas encore venu, mais en tant qu'idée, ou pour mieux dire en tant qu'idéal, l'Europe marque le premier pas de Gide sur le chemin de l'engagement. Penser l'Europe. Au cours des semaines qui précèdent l'armistice, Gide écrit à Jacques-Émile Blanche « Nous entrons dans la phase vraiment intéressante de la guerre. » Quelques jours après, s'adressant à André Reuters, il formule une considération similaire. « La guerre me semble enfin entrer dans une phase que tu vas consentir à trouver intéressante. » Dans le conflit meurtrier de 14-18, ce qui est le plus digne d'attention pour l'auteur est le prélude à sa conclusion, le moment où le tragique rencontre l'inconnu. Comme l'explique Benjamin Crémieux, il s'agit d'un fait d'époque. Ce n'est pas tant le début des hostilités que leur achèvement tant souhaité qui marque l'histoire culturelle. Pourtant, sous la plume de Gide, cette affirmation présente un intérêt particulier en ce qu'elle fait écho, nous semble-t-il, à sa célèbre devise « Passer outre ». Dans un présent épouvantable, la seule solution possible pour lui est d'imaginer le futur. Ces considérations valent pour l'automne 1918, mais caractérisent plus généralement son attitude pendant toute la durée de la guerre. Loin d'être absent face aux événements, une posture que la critique lui a souvent reprochée, c'est que, du point de vue intellectuel, il se déplace par rapport à ceux-ci. Il fait un pas de côté pour mieux avancer. Plus d'un siècle après Montesquieu, et le célèbre « Comment peut-on être persan ?» au cœur même du conflit, Gide se demande « Comment pouvons-nous être européens ?» La Grande Guerre apparaît ainsi comme le creuset où s'élabore une pensée de l'unité. Ce qui n'était jusqu'alors qu'une préoccupation exclusivement littéraire, Gide, faisant l'apologie de toutes les influences, prônant l'enrichissement du panthéon français par la découverte de Meredith et Stevenson, de Goethe et Conrad, devient aussi une question idéologique et politique. Face à un réel fracturé en profondeur par la violence des affrontements, l'Europe est un sujet de réflexion problématique, ainsi qu'un but vers lequel tendre. Il s'agit de prendre acte de la disparition du monde d'hier, d'après le célèbre ouvrage de Stefan Zweig, et de l'éclosion virtuelle dans le conflit d'un autre monde qui ne doit se tourner vers l'ancien que pour le dépasser. Les années 14-18 ébranlent les équilibres existants et ouvrent la voie à un esprit fondamentalement nouveau, tendu vers la nécessaire solidarité de tous les peuples d'Europe.
Observateur patient de la crise que le continent dans lequel il vit est en train de traverser, à l'instar de nombre de ses contemporains, Gide s'interroge sur un espace dont il est plus que jamais urgent de réenvisager les frontières. Frontières que d'ailleurs il ne cesse de traverser, multipliant les voyages, les contacts et les échanges. Certes, la question n'est pas neuve. L'étude des origines culturelles et intellectuelles de l'Europe, avec une attention particulière portée aux idéologies et aux courants d'idées des années 20 et 30, a fait l'objet de maints travaux critiques. Mentionnons ici les ouvrages de Pascal Déturance et Paola Catani, ou encore le volume dirigé par Gisèle Sapiro. La floraison récente de textes consacrés à ce qu'on pourrait appeler la naissance de l'Europe s'explique par la volonté de lire la fragilité du présent à la lumière d'un passé plein d'espoir. Le nom de Gide, comme il se doit, apparaît avec une certaine régularité, mais il se trouve souvent noyé dans de longues listes. D'où le besoin de faire ressortir son visage de l'ombre, ainsi qu'ont tenté de le faire les organisateurs du colloque Gide, l'Européen, qui s'est tenu à l'université de Haute-Alsace à Mulhouse en 2016 et dont les actes viennent de paraître sous la direction de Martina Della Casa. Les éléments plus proprement théoriques de l'ouvrage, concernant les principes fondateurs de l'Europe gidienne, sont ici repris et réinterprétés à partir de la centralité du premier conflit mondial. L'objectif est également de considérer la façon dont l'auteur a contribué à la construction de cet espace culturel, s'impliquant dans un débat qui se veut véritablement international, et les conséquences de ce même débat sur l'ensemble de son œuvre. Les écrits personnels, journal et correspondance, seront étudiés pour leur valeur documentaire, venant à l'appui, ou à l'encontre, des données biographiques. Et comme des textes où s'élabore une esthétique et une poétique. N'oublions pas de mentionner les articles critiques et les fictions qui serviront à élucider comment se croise le plan de la réflexion et celui de la création. Le premier chapitre s'attache à reparcourir les années de la Grande Guerre à travers une lecture du journal, observatoire privilégié de l'expérience aussi angoissante qu'exaltante du conflit. Celui-ci révèle à Gide une manière inédite de vivre et surtout d'écrire l'histoire sans en être prisonnier. Le deuxième chapitre s'appuie sur ce constat et en étudie les implications. Il s'agit en effet de prouver que la guerre modifie sa façon de percevoir et d'appréhender les événements et entraîne en parallèle l'émergence de l'idée d'Europe. Le recours à des textes plus tardifs s'avère essentiel à ce discours, qu'il s'agisse de fiction, de correspondance ou d'articles de revue. Ces derniers sont le lieu d'élaboration de dialogues critiques, où le positionnement de l'auteur se construit au fil de son argumentation avec ses pairs. C'est ce qu'examine le troisième chapitre, où nous étudions l'enracinement de Gide dans l'espace culturel européen, espace qu'il parcourt sans relâche, et qu'il quitte aussi pour mieux pouvoir l'observer. Il affleure ainsi le portrait d'un intellectuel dont les inquiétudes pour le futur du continent se situent en aval des propos exprimés, à partir du siècle précédent, sur le génie de sa patrie. Le quatrième chapitre en fait l'inventaire, explorant la relation entre identité française et identité européenne. Nous souhaitons ici mettre en lumière, d'une part, ce que l'écrivain doit à son époque, et de l'autre, la dynamique propre à sa vision. Nous verrons qu'au-delà de toute question d'ordre politique, Gide appelle fondamentalement à une réforme de l'homme. C'est l'émancipateur qu'il a toujours essayé d'être, qui perce ici. Le cinquième et dernier chapitre détaille comment cette aspiration prend forme dans l'œuvre littéraire. À travers le thème de l'amitié, l'Europe pénètre la fiction, et plus particulièrement le premier roman de Gide, Les Faux Monnayeurs, dont la rédaction débute justement au lendemain de la guerre. Ce chapitre conduit de l'examen de la dimension idéologique du texte à la mise en évidence des rapports entre les différents pays du continent, reflet de ceux qui se nouent, ou devraient se nouer, entre les individus.